Bonjour à tous, grand dossier Covid-19 et les collectivités. Alors, premier élément, les collectivités ont eu à gérer le télétravail, la continuité des services publics, et puis l'absorption d'un nombre incroyable, que vous voyez défiler là, de textes qui ont été adoptés en très peu de temps. Bravo aux services de l'État qui ont accompli un travail d'ailleurs souvent remarquable. Le juge n'est pas en reste, il a rendu un grand nombre de décisions. Je vous ai mis ici, n'hésitez pas à mettre sur pause votre lecteur, quelques décisions de jurisprudence de ces 15 derniers jours. Globalement, le juge administratif, à l'exception d'un tribunal administratif vite sanctionné par le Conseil d'État, a globalement validé les mesures adoptées par l'État, refusé d'enjoindre, refusé de suspendre. Pour tout ce qui est état d'urgence sanitaire, choix en termes de médicaments, d'équipements. Deuxième chose, il a schématiquement, le juge administratif, entériné les mesures prises par les préfets en matière de police, sauf dans certains cas de sanctions pour lesquels il y avait des problèmes de preuve. Et le juge a reconnu, c'est important, aux maires qu'ils avaient un pouvoir de police générale dont ils pouvaient faire usage pour lutter contre la pandémie et ses effets. Très bien. Mais en sanctionnant assez sévèrement les arrêtés qui prévoyaient de mesures supplémentaires en matière de couvre-feu, de confinement ou même de port de masque. Voici les références. Et le juge a été un peu plus mesuré sur certaines dispositions concernant les publics les plus fragiles, notamment une ordonnance du tribunal administratif de la Martinique concernant des mesures à prendre en prison. Mais globalement, là aussi, validation de ce qu'a fait l'État et refus d'enjoindre au-delà de ce qui était fait. Mais à l'occasion des audiences, il est arrivé que le juge discute, exige, pose des questions au ministère et les prenne en compte ces réponses à ces questions dans la décision et dans les décisions suivantes pour faire pression en réalité sur l'État. Donc, jurisprudence ferme, compréhensive des difficultés auxquelles l'État a à faire face, mais avec peut-être plus d'entrée dans le fond que ce qu'en croient les contempteurs des décisions du juge. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les collectivités peuvent agir très bien. Et il y a eu des débats sur ce point. Alors je vous ai mis tous les éléments de ce débat, c'est un peu petit, n'hésitez pas à mettre en pause. On retient quoi? Je vais vous donner absolument toutes les sources. 1. En matière de police, on peut agir pour tout ce qui répond à l'urgence du moment, très bien. Deuxième chose, la loi Covid-19, un certain nombre d'ordonnances, notamment du 25 mars et du 1er avril, donnent des pouvoirs précis aux collectivités et notamment aux maires, par exemple subventions aux associations, compétences budgétaires avec un calendrier adapté. Dans tous ces domaines-là, il n'y a pas de doute, les collectivités ont plénitude de compétences. Et puis, dès qu'il s'agit de répondre aux urgences de la crise, j'ai, depuis les arrêts d'Amdol et Laurent et Herriès qui remontent à il y a un tout petit peu plus de 100 ans, la possibilité d'agir au niveau des collectivités locales, comme au niveau de l'État, face à des circonstances exceptionnelles. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Après, la question se pose de savoir si par contre les communes et leurs groupements, qui sont juridiquement dans une espèce de no man's land entre le premier tour et un deuxième tour différé, est-ce qu'elles ont des compétences limitées aux affaires urgentes et courantes ou pas? La DGCL dit non, c'est bon, vous êtes plus en affaires urgentes et courantes. Face à cet optimisme rafraîchissant, moi je dis attention, danger. Parce que dans la loi Covid, il aurait fallu insérer des textes disant clairement qu'il y avait une restitution de la plénitude des compétences. Or, on n'a pas fait ça. On a dit je vous redonne des délégations à l'exécutif. On n'a pas dit que les compétences de l'organe délibérant étaient restaurées. On a juste travaillé sur la délégation entre cet organe délibérant et l'exécutif. C'est ballot, mais c'est comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais le juge va être compréhensif. C'est vrai et c'est faux. Dans le passé, notamment toute une série de décisions importantes de 2011 et 2013 qui sont ici citées, le juge a estimé que des actes même assez anodins dépassaient la notion d'affaires urgentes et courantes pour des syndicats qui, eux, n'ont pas une période intermédiaire entre le premier tour et le deuxième tour d'une semaine, mais qui dépassaient les 3 mois. Et le juge a quand même dit, vous êtes limité aux affaires urgentes et courantes et le moindre achat public un tout petit peu conséquent devient annulé. Alors, ne comptons pas trop de ce point de vue-là pour que le juge nous dise que nous ne sommes pas en période d'affaires urgentes et courantes. En tout cas, c'est optimiste, c'est imprudent de penser que nous n'y sommes plus. Est-ce que le juge ne viendrait pas demain censurer une décision qui serait prise là, en avril 2020, et qui aurait un impact en 2021 ou 2022? Bah oui, probablement. Mais ceci dit, c'est un peu un faux débat tout ceci. Et pourtant, Dieu sait si on en parle en ce moment. Pourquoi? Parce que le
juge a toujours adapté les compétences données à ses pouvoirs entre guillemets intérimaires en fonction de la durée du dit intérim. Donc, si on reprend les jurisprudences de 2011-2013, prudence, y compris l'arrêt Siden de 2011 où on avait un intérim de plus de 3 mois, ce qui ressemble du coup à la situation qu'elle est nôtre quand même. Mais en même temps, le juge sera compréhensif si les décisions ne concernent que les mesures à prendre en raison de la période actuelle ou qui ont un impact portant sur ces mois-ci, globalement. Voilà. À côté de ça, sur le terrain, énormément de choses se font. Notre cabinet a recensé des centaines d'actions de terrain et voici les principaux sites internet qui ont recensé ces actions dans différents domaines avec presque toujours des pages dédiées au recensement d'actions sur le terrain qui sont réellement passionnantes, concrètes, enthousiasmantes. Et puis, beaucoup de collectivités se retrouvent à préparer la sortie de confinement et l'après, notamment le redressement économique, en travaillant un peu en temps masqué, là, maintenant, sur ce que l'on peut déjà faire, y compris des tas de choses, le choix de prendre ou pas la compétence mobilité pour les comités de communes, les choix à faire en matière d'eau et d'assainissement, l'évolution du droit des transports avec la LOM, mais surtout les aides au développement économique, la suivi social, la sortie du déconfinement pour les personnes en précarité sociale, ou médicale et notamment psychiatrique, etc. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de collectivités qui font un travail en temps masqué qui est passionnant et qui derrière se retrouvent à préparer avec leurs équipes un plan d'action sur ce qui sera la sortie du confinement. Sur tout ceci, nous avons voulu poser 4 questions à M. Jean-Baptiste Daubigny, directeur général délégué de la ville de Troyes et de Troyes-Champagne Métropole. Écoutez, monsieur le directeur général délégué, bonjour. Bonjour maître. Et première question, commençons par retracer vos actions à destination de la population. Je tiens à signaler que vous avez notamment fait un achat groupé en lien avec un grand nombre d'acteurs de masques vous permettant d'en récupérer une partie pour vos agents et votre population et toute une série d'autres actions assez dynamiques de ce type. Essentiellement une action de communication depuis plusieurs semaines par la myriade de médiums qui peuvent exister. Les réseaux sociaux, bien sûr, mais de l'affichage, un courrier envoyé par François Baroin à l'ensemble des Troyens, des communiqués de presse quotidiens qui sont relayés, c'est des dispositifs également de textos, des dispositifs d'appels téléphoniques par des serveurs automatiques, des appels individualisés à l'ensemble des personnes qui sont jugées vulnérables et qui se sont inscrites sur un fichier. Le but, c'est d'informer la population en temps réel des mesures barrières, leur rappeler les consignes, mais également leur dire ce que la ville fait et ce que la communauté d'agglomération fait pour eux. Merci. Et vis-à-vis de vos 1600 agents et quelques, qu'avez-vous fait ? Au niveau de la collectivité, des 3 collectivités employeurs, nous avons déterminé les services indispensables à la nation, pour reprendre le vocable usité désormais, avec des services dédiés à la sécurité des Troyens, et des habitants de l'agglomération, la salubrité et les services à la population, au premier titre desquels, bien entendu, les services aux enfants des personnels soignants. Et ces services ont été équipés pour les premiers de masques FFP3, les plus élaborés, les plus poussés en termes de protection, pour les autres, eu égard aux conditions de leur travail, par des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux. Ça permet de protéger les agents, ça permet de garantir la continuité du service public. Et pour les autres collaborateurs, nous sommes aujourd'hui près de 420 collaborateurs qui sont en télétravail. C'est le back-office, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais elle est essentielle pour la continuité du service public. Et avez-vous eu des blocages à dépasser ? Je crois que d'ailleurs que vous avez quelques initiatives originales. Pas de blocage particulier, avant tout de la créativité. Créativité à travers l'étendue des pouvoirs de police administrative générale du maire. Nous avons pris une myriade d'arrêtés dans l'ensemble des secteurs qu'il nécessitait et en fonction de l'évolution des comportements, l'évolution des ordonnances qui ont pu intervenir, notamment sur les parcs et jardins, notamment sur les épiceries de nuit, plus récemment pour prescrire des tests au sein des EHPAD. Ce sont les pouvoirs de police administrative du maire au service de la population. Nous avons également été créatifs sur l'adaptabilité de nos marchés publics. On a avenanté l'ensemble des marchés publics qu'ils nécessitaient pour repousser les délais de réalisation, pour repousser les délais d'exécution, mais également pour négocier un par un avec chacun de nos titulaires de marchés publics pour voir quand ils pouvaient reprendre, comment ils pouvaient reprendre leur chantier et surtout qu'ils continuent à protéger leurs salariés avec les nouvelles normes et les nouveaux gestes barrières qu'il convient de réaliser. Au niveau des écoles, il y a une continuité pour les enfants des personnels soignants
également sur les crèches, également sur les accueils de loisirs. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire derrière des collaborateurs, ça veut dire de l'équipement, ça veut dire des écoles qui ont été concentrées et sur lesquelles les services techniques sont intervenus. Au niveau des marchés, au sens alimentaire du terme, le maire de Troyes, dès le premier jour, après le décret du 23 mars, a sollicité monsieur le préfet de l'Aube aux fins d'obtenir le maintien d'ouverture des halles de Troyes et des marchés extérieurs du centre-ville et des Chartreux. Merci. Et maintenant, comment préparez-vous l'avenir ? C'est d'abord abonder le fonds résistance créé par la région Grand Est. La communauté d'agglomération va l'abonder à hauteur de 350 000 € en soutien avec des entreprises pour que le tissu économique puisse respirer après cette période sordide pour notre économie et pour nos citoyens. Ça va être également un plan pluriannuel d'investissement complètement revisité pour la communauté d'agglomération et la ville de Troyes pour 2 exercices minimum, c'est ce que François Hollande a annoncé, et qui va permettre de travailler avec les entreprises pour recréer un tissu, une activité, de l'emploi, du dynamisme, et c'est le rôle des collectivités à travers la commande publique. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le directeur général délégué. Merci à vous, très bonne fin de journée. Au revoir, maître. Et à suivre donc. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par Lando Associé pour VKA. Et n'hésitez pas à vous abonner juste après. À dans 15 jours. Merci, au revoir.